J'étais à deux doigts de ne pas respecter mon engagement et de vous refaire une vidéo de 45 minutes. La semaine de vidéo tombant assez bien dans mon planning, on va pouvoir diviser cette lecture en deux. Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo encore une fois pour cette semaine des 5000 abonnés sur YouTube, sur ma chaîne YouTube plus précisément. Et on va donc voir ensemble mes premières lectures de février. La suite arrivera donc dans quelques jours. Par rapport à janvier, qui a été un mois où j'ai franchement carburé en termes de lecture, j'ai connu finalement une petite panne en début de février. Et oui, j'ai eu franchement du mal en début de février où j'avais vraiment l'impression d'être peut-être dans un bad mood, je sais pas, j'avais envie de rien. J'étais en train de tout remettre en question aussi, peut-être. Donc au final, j'ai préféré ne pas me forcer au risque de ne pas apprécier le livre à sa juste valeur. J'ai attendu à peu près 10 jours comme ça avant de repartir sur les chapeaux de roue et c'est bon, j'avais retrouvé mon rythme de lecture. Ce qui fait que j'ai quand même manière à blablater aujourd'hui pour cette vidéo. Donc au programme de celle-ci, 6 titres à vous présenter, dont 2 graphiques. Je ne vais pas vous faire un point statistique comme j'ai pu le faire dans le précédent update. Pour le coup, je réserve ça à la deuxième partie de la vidéo d'update lecture qui sera au même temps le bilan. Et comme d'habitude, je commence cette partie avec les graphiques. Vous avez d'ailleurs un time code si vous avez envie de zapper cette partie. Le premier graphique que j'ai lu, il s'agit de Igo no Kami, qui est écrit par Ishiko Tano et que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Vega. Ou plus précisément, si vous voulez un titre en français, il s'agit de Celui qui tisse les fleurs et je trouve ça tellement poétique, tellement mignon déjà. Bon, le truc est un petit peu moins mignon. C'est d'ailleurs une série de mangas qui sera terminée en 3 volumes. Dans le royaume des esprits, il y a un grand et magnifique arbre qu'on surnomme l'arbre divin des défunts. Et dans cet univers, il y a 3 mondes, celui des esprits, celui des humains et celui où il y a un petit peu des ténèbres, on va dire que les manifestations maléfiques s'engendrent suite à des sentiments négatifs de la part des humains. On y suit un homme d'ailleurs qui vient se présenter comme étant un herboriste qui vient aider ceux qui en ont le besoin. Mais on comprend dès le début de ce premier tome qu'il est beaucoup plus que ça et qu'il cherche à récupérer justement ces graines d'arbres divins qui ont été contaminées par la noirceur. Un tome 1, c'est assez court finalement pour se faire un avis définitif sur le sujet, mais j'ai directement été embarquée par les personnages, par l'histoire d'une manière générale. Chaque personnage d'ailleurs est un petit peu particulier, chacun a son humour qui lui est propre et son caractère qui lui est propre aussi, ce qui fait qu'ils dénotent les uns et les autres et ça rend un duo et même un trio à un moment donné complètement super sympa à suivre tout au long des aventures. Et chaque graine qu'il va devoir récupérer d'ailleurs vient avec une histoire et un malheur d'ailleurs, vu que c'est des sentiments négatifs dont naissent ces ténèbres et donc il va essayer d'exorciser finalement un petit peu les lieux qui sont concernés. Ce sont des histoires qui sont très touchantes et qui sont parfois aussi assez tristes vu qu'on va se plonger dans l'histoire qui est derrière justement ce sentiment négatif et ça me fait parfois mal au cœur. Et donc dans ce premier tome, en plus de l'intrigue globale, vous avez 2 mini-enquêtes, on va dire. Pas grand chose à dire finalement non plus sur ce premier tome, j'attends d'en avoir un petit peu plus, 3 tomes ça va se plier assez rapidement finalement. Sinon je suis assez sensible au dessin, il y a un caractère un petit peu onirique, surtout qu'on va rentrer dans le fait que les défunts n'ont pas pu trouver la lumière et qu'ils sont restés bloqués par rapport à certains événements. En gros des gens qui n'ont pas su trouver la paix et qui sont parfois franchement pas agréables. En bref, j'ai beaucoup apprécié ce tome-ci et j'ai très hâte de poursuivre avec le tome 2 que je devrais recevoir normalement sous peu. Et j'ai particulièrement hâte aussi de suivre ces nouveaux personnages et leurs nouvelles aventures, d'autant plus que nous avons un nouveau personnage qui s'intègre justement au groupe. Un personnage qui est un yokai, il me semble. Donc franchement trop bien. Alors je sais pas si les yokai seront beaucoup plus présents par la suite vu qu'on parle aussi du monde des esprits, mais je suis très curieuse de le découvrir. J'ai reçu et lu du coup le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine qui a été publié chez Kotun, une série de webcomics pour laquelle vous savez mon grand amour. Et franchement, eh bien c'est toujours aussi bien. Si ce n'est plus encore, puisque la fin de ce 4e tome nous laisse quand même sur un petit cliffhanger. Je ne vais pas encore vous faire un résumé de Seule la mort attend la vilaine puisque je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, vous allez le connaître par cœur à force. En tout cas, vous avez toujours toutes les informations en barre de description sous cette vidéo si jamais vous voulez voir un titre en particulier. Dans ce 4e tome, nous sommes notamment avec l'un des prétendants que vous allez voir du coup sur cette affiche ici. Vous allez peut-être le reconnaître pour ceux qui connaissent l'histoire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'un des prétendants? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'un des protagonistes masculins avec lequel Pénélope va devoir développer son affinité puisque c'est celui avec lequel le pourcentage d'affinité augmente de 1 point. Genre, c'est pas beaucoup quoi. Alors que d'autres, elle est capable des fois de gagner 5 points, voire 8 points.
Lui, c'est très difficile d'augmenter et c'est un point par-ci par-là. Et à tout moment, il la zigouille. Une relation assez explosive aussi dans un sens, et en plus, elle va passer l'intégralité de ce tome-ci avec lui, notamment dans une situation un petit peu conflictuelle, un lieu un petit peu insolite, et on va dire que on va être sur une petite proximité forcée. Et je peux vous dire qu'il y a des images de monsieur dedans qui me plaisent plutôt pas mal. D'ailleurs, on en apprend davantage sur ce personnage-là, alors je sais plus si c'est un prince, un empereur, quelque chose, mais en tout cas, c'est l'autorité finalement du royaume ou de la ville où se situe Pénélope. Oui, au bout de 4 tomes, je ne sais toujours pas qui il est ce monsieur, ou du moins je sais qui il est, mais je l'ai pas retenu. Voilà, je l'ai lu, hein, c'est dit, mais mon cerveau ne l'a pas emmagasiné. En tout cas, on apprend davantage sur lui, sur son passé, sur pourquoi il est devenu aussi caractériel, aussi menaçant, pourquoi il ne fait confiance à personne, et aussi les enjeux un petit peu politiques du royaume et qui l'entourent lui aussi. Ça lui donne franchement une autre dimension, tout ce tome-ci, on entre beaucoup plus dans la profondeur de ses sentiments, de son passé et tout ça, ce qui fait que on se prend d'affection pour ce jeune homme, on finit par l'apprécier malgré tout, et je ne sais pas s'il ne va pas être mon petit préféré dans le lot. Ouais, les personnages torturés, un peu menaçants, alors que peut-être qu'au fond c'est un bisounours, enfin je pense pas que c'est un petit nounours quand même ce mec-là, hein. Vu comment il est présenté, on n'ira pas jusque là. Donc voilà, c'est un personnage qui avec ce tome-ci a su vraiment m'émouvoir, il a su un petit peu conquérir mon cœur, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on le voit à un moment donné sans ses vêtements. Comme je disais, dans la fin de ce tome-ci, Pénélope atteint une situation assez critique, une position assez délicate également, et j'espère qu'elle va avoir le soutien de sa famille, parce que outre les prétendants, nous avons aussi le développement de Pénélope dans sa sphère familiale, qui est assez tendue également. Est-ce que son père adoptif est prêt aussi à la croire, à miser sur elle? Pareil pour ses frères. Il y a un côté aspect familial qui est quand même très intéressant, et j'espère qu'elle va pouvoir obtenir du soutien à ce niveau-là. Et malheureusement, de ce qu'on nous laisse entrevoir, ce ne semble pas être quelque chose d'assez aisé. Nous en avons terminé avec les graphiques et on va passer tout de suite au roman. Comme d'habitude, j'ai fait une petite gradation du moins bien, on va dire, au meilleur. Bien évidemment, ça reste toujours à mon humble appréciation, je n'ai pas la science infuse. Ça faisait un moment que j'avais envie de me plonger dans un autre Stephen King, et le fait que Marie, du compte Mirazonchi, m'ait donné quelques devoirs suite à un live Twitch, j'ai pu me plonger finalement dans Carrie de Stephen King, tout petit ouvrage, ça passe. Enfin, je dis que je l'ai lu, mais je l'ai plutôt écouté en version audio sur Audible. Et franchement, ce n'est pas aussi épouvant que ce à quoi je m'attendais. Peut-être que le fait qu'il soit assez court, ça permet aussi de rendre la chose un petit peu plus abordable. J'ai vu l'adaptation cinématographique de cette œuvre, et la plus récente, apparemment ce n'est pas la meilleure d'après les retours que j'ai pu avoir en commentaire. Et c'est vrai qu'après avoir lu le roman, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui divergent. Pour vous résumer rapidement l'histoire, nous allons y suivre Carrie qui est complètement rejetée et même humiliée et harcelée par ses camarades de classe en raison de son éducation religieuse. Une éducation qui l'éloigne bien loin en fait du monde moderne si on veut, puisqu'à 16 ans, Carrie va avoir ses premières règles et elle ne va pas savoir du tout ce que c'est. Si bien que ça va donner lieu à une situation dans le roman où elle va être complètement encore une fois humiliée par ses camarades de classe lorsqu'elle va avoir une crise de panique quand elle va constater qu'il y a du sang qui coule à cet endroit-là. Et on comprend dès le début de ce roman que ce phénomène va enclencher chez Carrie des manifestations de dons de télékinésie. Et ça me permet de rebondir au niveau de la structure du roman, puisque c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais finalement. On n'a pas spécialement le point de vue de Carrie, on l'a de temps en temps, mais on va plutôt être avec des interviews, des articles de journaux, des retracés d'interviews, voilà, d'événements qui ont eu lieu, parce qu'on comprend dès le début qu'il y a eu un truc pas sympa dès le début, qui se déroule finalement à la fin du roman. Et on va replonger dans l'histoire comme ça en recueillant diverses informations un petit peu à gauche et à droite. Donc c'est pas vraiment une structure de roman de narration linéaire, on va dire, avec un personnage qui nous raconte son histoire. Non, on sait déjà dès le début qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et on va recueillir des informations, des témoignages, des articles à droite et à gauche, des articles aussi scientifiques qui va nous expliquer les manifestations télékinésiques de Carrie. Et je pense que l'audio m'a beaucoup aidé finalement à terminer ce roman, parce que vu que c'est pas une structure narrative classique, on va dire, comme on le connaît, c'est assez original et ça m'a bien aidé justement pendant que je rangeais ma bibliothèque. Voilà, je l'ai écouté une après-midi, c'est passé crème. Alors c'est pas transcendant non plus, la structure du roman est quand même originale, mais étant donné que j'avais déjà vu le film, je connaissais tout. Je me suis plus attardée sur les détails qui sont différents. Pour ma part, j'ai plutôt pris ce livre comme un avertissement sur les dangers du harcèlement scolaire, jusqu'où ça peut aller et les proportions que ça peut atteindre, sur les conséquences aussi que peut avoir un comportement et une éducation très religieuse. Encore une fois, tout le monde n'est pas pareil, hein, je mets pas tout le monde dans le même bateau, mais voilà, c'est poussé vraiment à l'extrême au travers de ce personnage de Carrie. Et ça met en avant aussi le côté que n'importe qui peut péter un plomb à un moment donné si toutes les conditions sont réunies. Et vous le savez peut-être, mais je suis une grande amatrice de vidéos true crime et de autres interviews qui traitent de criminologie. Et j'ai vu il y a pas si longtemps une interview d'un médecin légiste qui disait que n'importe qui
peut un jour ou l'autre passer à l'acte. Mais vraiment n'importe qui. Il suffit de réunir une condition à un moment donné, dans une mauvaise phase. Voilà, si toutes les conditions sont réunies en un point précis, quelqu'un peut d'un jour ou l'autre basculer et passer à l'acte. Et c'est un peu ce qui ressort aussi finalement du personnage de Carrie. On peut être tout à fait sain d'esprit, et franchement quand on voit le personnage de Carrie dans le livre, elle l'est beaucoup moins que le personnage justement de l'adaptation récente au cinéma. Mais une personne tout à fait sain d'esprit peut un jour ou l'autre partir en vrille. Alors ça n'excuse rien, mais il y a aussi le harcèlement derrière qu'elle a subi pendant de très nombreuses années, de ce que je comprends. Le climat environnemental qui n'était pas du tout favorable aussi, que ce soit à la maison, dans son foyer, à l'école, enfin elle avait aucun moyen, cette jeune fille, de trouver un refuge quelque part, et forcément elle a pété un plomb quand il y a quelque chose qui s'est passé. Donc franchement, c'est là où tu vois que n'importe qui, là il y a un côté fantastique, mais n'importe qui peut passer à l'acte à un moment donné si toutes les conditions sont remplies. Et c'est ça qui m'a marqué finalement dans le roman. Un petit anatrice que j'ai eu l'occasion de vous tisser dans ma vidéo des 10 livres pour la Saint-Valentin, j'ai donc lu Mérina Holmes, le premier tome qui a été publié chez Black Ink. Une saga de urban fantasy, ma foi, très caliente. Je pense qu'il faut prendre un certain recul avec ce livre et le prendre aussi avec beaucoup d'humour, parce qu'il y en a énormément tout au long du roman. D'ailleurs j'aime beaucoup l'humour de Anatrice, on a un petit peu le même. Donc Mérina Holmes, c'est la meilleure traqueuse d'Infernum et c'est aussi une hybride. Cela veut dire qu'elle a un handicap physique et elle a une espérance de vie aussi beaucoup plus courte par rapport aux autres démons. Sauf qu'un jour, il y a un cadavre qui tombe littéralement du ciel, ce qui a le don de l'intriguer un petit peu. Mais ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que sa demi-sœur lui avoue coucher avec l'exécrable Ibressan se nommant Kellen Wills, et que ce type-là, elle va devoir se le coltiner tout au long de l'enquête parce que son aide est précieuse, mais aussi parce qu'il s'est mis dans la tête de la séduire, la cocotte. Donc oui, on part sur un petit amour impossible quand même, parce que il y a un petit triangle là, hein. Kellen Wills, c'est le mec arrogant, égocentrique par excellence. Et il est si beau que tout le monde est à ses pieds, sauf Mérina Holmes. C'est pour ça qu'il compte bien y remédier. Alors c'est très spicy, c'est très cru. Et c'est très vulgaire. Mais c'est parfaitement en adéquation avec le personnage de Mérina Holmes, qui elle-même a un caractère assez bourrin, on va dire. Elle rentre dans le tas, elle est franche, elle est cash, et elle a un côté aussi où elle parle franchement et assez vulgairement. Donc finalement, ça correspond. La dynamique entre Kellen Wills et justement Mérina Holmes, elle est assez intéressante et on rentre rapidement dans un jeu de séduction où justement les deux vont se chercher et ça donne lieu à des scènes spicy assez récurrentes, je préfère le préciser. La plume d'Anatrice est très bien, voilà, toujours rien à dire à ce sujet-là, franchement je trouve qu'elle a une très jolie plume, c'est franchement divertissant et c'est très frais dans la manière dont c'est abordé, l'humour, etc. Donc c'est très drôle. Et j'ai eu l'occasion de le découvrir aussi sur Audible pour celui-ci où nous avons deux narrateurs, donc un pour Mérina et un pour Kellen. Ils sont vraiment excellents et j'ai passé un très très bon moment avec eux. C'est encore une saga qui s'ajoute à ma longue liste de saga en cours, mais je pense que je vais y aller tout doucement parce que j'ai cru comprendre que c'était une intrigue globale entre Mérina et Kellen Wills, mais on a plus ou moins une enquête à chaque tome, du moins c'est ce que j'ai ressenti avec le premier, puisque à la fin on arrive à la conclusion d'une enquête, donc je me dis que les autres tomes vont avoir aussi chacun la leur, donc je peux y aller plutôt doucement. Pour cette première enquête d'ailleurs, j'avoue, je me suis laissée entraîner sans forcément faire de suppositions à ce sujet-là et j'ai été grandement surprise à la fin. J'ai apprécié ma lecture au fur et à mesure, qui dévoile des indices par-ci par-là, mais j'ai franchement pas fait attention du tout. Peut-être que c'est le format audio qui m'a un petit peu voilà, laissé dans le vague, on va dire, laissé dans le flou. C'est assez dynamique, il y a beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements et aussi beaucoup de spicy. Je me répète, mais si vous aimez pas ça, n'allez pas sur le livre. Après, je n'ai pas beaucoup de références en termes de urban fantasy, donc je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à d'autres titres peut-être plus connus ou méconnus, que sais-je, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Un service presse, mais cette fois-ci d'une auto-édité, j'ai lu le premier tome de l'épopée de Thaïs de Felingray. Ce premier tome s'intitule La traversée des épreuves, ça sera une trilogie au total et je suis franchement contente que l'autrice m'ait fait confiance pour me faire parvenir son roman. Thaïs rêve d'intégrer la Légion et de combattre pour son pays et pour sauver son peuple. Sauf que la Légion n'est accessible qu'aux hommes et plus globalement, les femmes ont interdiction de combattre. Mais ça ne va pas empêcher Thaïs de confronter le commandant directement de la Légion pour lui demander d'intégrer son rang. Le mec, il se dit qu'est-ce qu'elle me veut la cocotte là, on va lui donner une série d'épreuves comme ça va pas nous faire chier. Donc il l'envoie en compagnie d'Hippolyte traverser un petit peu la Palyrie pour remporter quelques épreuves toutes différentes mais toutes fascinantes. Si elle réussit chacune de ces épreuves et le plus dur sera déjà de survivre de base, elle sera autorisée à intégrer la Légion. Je préfère prévenir dans ce tome-ci, point de romance, mais par contre une belle amitié qui se dessine, la romance sera plutôt dans le tome 2. Je préfère le préciser parce que personnellement moi ça m'a un petit peu surprise, j'ai tellement l'habitude de voir des romances dans les romans que quand il n'y en a pas, ben je suis un petit peu surprise, mais pas pour me déplaire, loin de là, hein. J'ai passé un excellent moment et j'ai pas besoin d'avoir une romance non plus pour apprécier un tome, mais je sais que certains d'entre vous n'aiment pas non plus
quand il y a de romance, donc je le précise, ici il n'y en a pas, vous pouvez foncer. J'ai tellement aimé franchement cette version féministe des 12 travaux d'Hercule parce que c'est ainsi qu'il nous les présentait, où nous suivons une jeune femme qui est prête à tout pour défendre son peuple et son pays, tout en s'affranchissant finalement des préjugés d'une société patriarcale. Vous n'aurez clairement pas le temps de vous ennuyer avec la multitude d'épreuves qui attendent Thaïs, des épreuves de force mais aussi de psychologie intégrant parfois des mythes et autres légendes grecques. Franchement, vous en avez pas mal, le livre n'est pas mince en plus de ça et vous enchaînez clairement les épreuves. En plus de ça, vous allez avoir des épreuves vraiment diversifiées, autant des combats dans l'arène montrant une certaine force, que de sauver un village d'une invasion de serpents surnaturels où quand tu coupes la tête, il y a les deux trucs qui poussent de chaque côté, vraiment c'est une hydre le truc. Et c'est peut-être le fait aussi qu'on enchaîne très rapidement les épreuves qui m'a un petit peu dérangée au bout d'un moment, puisqu'on n'intègre pas forcément les pensées, les émotions de nos différents protagonistes. En l'occurrence, nous en avons deux, nous avons Thaïs et Hippolyte. Dès le début, ça manque un petit peu d'introspection au niveau de ces personnages-là, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à eux. Néanmoins, ça s'améliore grandement vers la fin du roman. Et comme je disais, point de romance ici, mais par contre une belle amitié qui se construit sous la confiance et la bienveillance et le respect mutuel. Par contre, nous allons avoir dans le tome 2 une petite romance slow burn de ce que j'ai compris. Car oui, je compte bien lire du coup la suite que j'ai déjà reçue en service de presse, donc un grand merci à l'autrice de me l'avoir fait parvenir. Et nous ferons suite directement aux événements qui clôturent ce premier tome et une nouvelle mission pour Thaïs et ses nouveaux compagnons. Et je vais terminer sur les épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Tully que j'ai reçu de la part de Michel Lafon en service de presse. C'est le premier tome des artefacts d'Ouranos, une saga qui va compter 4 volumes au total. Et leur publication se fera de manière très rapprochée, donc en gros, je n'ai pas le droit de vous dévoiler davantage, mais vous allez tous les avoir d'ici la fin de l'année. Dans cette histoire, nous allons suivre Laure qui est dans une prison dès le début du roman, mais on ne sait vraiment pour quelle raison. On sait juste qu'elle a fait des choses pas très sympas pour survivre, alors attention au trigger warning quand vous allez lire ce roman. Si ce n'est pas explicite, c'est quand même mentionné, donc attention, vous avez des agressions physiques, morales et sexuelles. Au tout début du roman, et suite à une altercation avec une de ses camarades qui lui a piqué son savon rose et CF les trigger warnings pour savoir comment elle l'a obtenu, elle se retrouve au trou pendant 2 semaines. Le trou est un lieu merveilleux où se rencontrent désespoir et folie. Quoi qu'il en soit, Laure se fait arracher du trou une nuit par un mystérieux sauveur, mais comme elle est à moitié consciente, elle ne sait pas qui c'est. Laure se réveille dans un palais et pour cause, c'est le roi du soleil, je crois que c'est un truc comme ça, qui l'a choisie comme prétendante afin de participer aux épreuves pour devenir la reine soleil. Ce sont des épreuves pas tout à fait sympathiques, mais qui ont le mérite d'être plutôt variées. Il n'y en a pas autant par contre que dans l'épopée de Thaïs. Mais elles ont le mérite d'être plutôt diversifiées et de solliciter pas mal de ressources différentes pour en venir à bout. Donc le point des épreuves, c'est plutôt validé de mon côté. Par contre, la romance, si on peut appeler ça comme ça, et ça m'a tuée parce que Laure est censée avoir 24 ans à peu près. Et qu'est-ce qu'elle est niaise, franchement. C'est pas du tout un spoil, hein, parce que ça nous dit dès le début du roman et tout au long du roman, t'as un espèce de panneau qui te dit attention, ce mec est louche. Mais non, Laure lui trouve des excuses. Toi en tant que lecteur, tu te dis mais cocotte, non, c'est pas des excuses, mais elle y va quand même. C'est ce qui fait que je me dis que c'était voulu de la part de l'autrice pour nous mentionner que attention, ce mec est toxique et attention, ça sera pas le love interest. Puisque nous avons un autre point de vue que celui de Laure qui est un petit peu moins présent par rapport à celui de la protagoniste principale, mais qui a le mérite aussi de nous donner un aperçu de ce qui se passe dans une autre cour, dans un autre lieu géographique du continent. Il s'agit d'un beau prince ténébreux qui, ma foi, a l'air plus sympathique que l'autre. Enfin, dans une certaine mesure. Franchement, il se passe pas grand chose avec lui dans le premier tome, donc je vais pas vraiment m'attarder dessus, mais j'ai l'impression que, au vu de ceux qui l'accompagnent, on va plutôt être dans une vibe un peu à la Six of Crows, de ce que j'ai vu de la première saison de Grisha, hein, parce que je suis pas allée plus loin. Je pense que c'était vraiment pour le mettre en avant et l'introduire dans l'histoire et de dire coucou, je suis là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver quoi. Si on en revient à la romance, un petit peu de spicy, mais c'est pas à outrance. Je crois qu'il y a 2 scènes. Peut-être. Et franchement, si on met de côté cette romance avec des red flags de partout qui prend quand même une place assez importante dans l'histoire, et ma foi on se demande qui elle est vraiment parce qu'on n'a jamais su pourquoi elle a été enfermée dans cette prison. Enfin bref, je trouve que c'est une série d'épreuves mortelles qui fait le café. Il y a différentes péripéties qui viennent un petit peu redynamiser parfois l'intrigue, mais ce qui pêche vraiment pour moi, c'est le caractère de Laure. Elle a une mentalité beaucoup trop jeune par rapport à son âge et je pense que ça peut venir aussi du fait qu'elle a été enfermée pendant toute sa vie dans les
murs d'une prison finalement. En tout cas, j'espère que les intrigues avec les différentes cours et de savoir ce qui s'est passé finalement avec cette fameuse cour au milieu qui a été décimée, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer et j'espère que ça sera beaucoup plus développé dans le tome 2 parce que là on est vraiment en surface pour le coup. En bref, je dirais que ce tome là est plutôt une introduction finalement à la saga. Elle met en place l'intrigue, les enjeux, présente les personnages, mais il ne faut pas s'y fier je pense pour donner la tonalité de la saga. Sinon, je n'ai rien d'autre de plus à dire et c'était franchement une lecture sympathique. Et voilà, en tout cas c'est terminé pour cette vidéo, cette première partie d'update lecture du mois de février, j'espère qu'elle vous a plu. Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'à chaque lecture je marque ma note sur 5 étoiles? Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous sembler pertinent ou pas, en sachant que parfois mes notes évoluent en fonction du temps, si je les donne à chaud ou pas, voilà, c'est quelque chose qui peut un petit peu varier, donc je sais pas trop si ça serait pertinent, dites-moi ça en commentaire. En tout cas pour l'emoji de la vidéo, si vous êtes resté jusque là, je vous invite à mettre tout plein d'étoiles. Et en attendant, moi je vous retrouve demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.